10 inventions qui ont changé le cours de la guerre. Le canon d'Uran. La chute de Constantinople. Uran, un fondeur de canons hongrois qui proposa son arme à 2 souverains successifs. L'un refusa, l'autre s'en servit pour détruire un empire qui avait tenu 1000 ans. En 1452, Uran se présenta à la cour de Constantin XI avec une offre. Il pouvait fondre un canon capable de percer n'importe quel mur sur terre. Constantin était intéressé, mais il n'avait pas les fonds. Uran attendit quelques mois, puis repartit. Son prochain employeur fut le sultan Mehmed II. Celui-là ne lésina pas. En janvier 1453, à Edirne, était prêt un canon de plus de 8 mètres de long, pesant 19 tonnes. Le boulet, 600 kg de pierre. La portée, 1,5 km. Rien de semblable n'avait jamais existé auparavant. Avant le premier essai, une annonce fut faite dans la ville. Ne pas s'alarmer du fracas, et les femmes enceintes devaient rester à l'écart. 240 km séparaient le canon de Constantinople. Il fallut 60 bœufs et 200 hommes pour le traîner jusqu'à destination. On aménagea la route spécialement pour lui. Le trajet dura 42 jours. Les murailles de Constantinople avaient, à ce moment-là, résisté à 20 sièges en 800 ans. Le 6 avril, les canons de Mehmed ouvrirent le feu. En 47 jours, 55 000 livres de poudre furent consumés et 5 000 boulets tirés. Les défenseurs parvenaient à combler les brèches avec de la terre, car le canon mettait 3 heures à être rechargé. Mais le 29 mai, le mur près de la porte Saint-Romain s'effondra. Constantin XI périt dans les combats de rue. Son corps ne fut jamais retrouvé. Avec la chute de Constantinople, disparut l'Empire romain d'Orient, héritier direct de Rome, qui avait existé depuis 27 avant notre ère. Uran lui-même ne survécut pas au siège. Son canon éclata lors d'un tir. Si Constantin avait trouvé les fonds en 1452, cette même arme aurait été retournée contre les assiégeants. L'histoire de ces murailles que personne n'avait pu prendre en 800 ans aurait pu continuer. Le feu grégeois. Les sièges de Constantinople. 674 de notre ère. La flotte arabe pénétra dans la mer de Marmara avec l'intention de prendre Constantinople par la mer. Les Arabes avaient la supériorité numérique, mais Byzance avait autre chose. À la fin du 7e siècle, le califat arabe s'était approché très près de la capitale. En 673 eut lieu le premier grand siège naval. Mais l'année précédente, un architecte nommé Kallinikos, fuyant la Syrie conquise par les Arabes, était arrivé à Constantinople. Il apportait avec lui une formule. Ce que Kallinikos remit à l'empereur Constantin IV fut appelé plus tard le feu grégeois. Un mélange liquide était projeté sous pression à travers des tubes de bronze et enflammé à la sortie. Il brûlait sur l'eau. On ne pouvait l'éteindre qu'avec du vinaigre, du sable et de l'urine. Sa portée était de 25 à 30 mètres. Les navires arabes n'avaient aucune protection contre lui. Le siège de 674 à 678 s'acheva par l'écrasement de la flotte arabe. L'armée terrestre, privée de soutien naval, se retira. En 717 et 718, les Arabes tentèrent à nouveau avec le même résultat. La formule était gardée avec une méfiance paranoïaque. Elle n'était pas écrite. Elle se transmettait oralement au sein d'un cercle très restreint. Au XIIe et XIIIe siècle, la chaîne de transmission se brisa. La composition reste inconnue à ce jour. La plupart des historiens pensent que la base était du naphte additionné de résine et peut-être de chaux vive. Mais ce n'est qu'une hypothèse, pas un fait établi. L'arme qui sauva l'Empire à 2 reprises disparut avec ceux qui en connaissaient le secret. L'Arc long, Azincourt, 25 octobre 1415. L'armée anglaise, 6000 hommes affaiblis par la dysenterie depuis le siège de Harfleur, se tient sur un champ détrempé près du village d'Azincourt. En face, 25 000 Français. Henri V n'avait pas prévu cette bataille. Il menait ses troupes vers Calais pour rentrer en Angleterre. Les Français lui barrèrent la route. Il n'y avait nulle part où retraiter. 80% de l'armée anglaise était composée d'archers. Des arcs en nif d'1,80 m de long
nécessitant 70 kg de force pour être bandées. Les flèches en frêne et en chaîne perçaient les armures à 200 mètres. La cadence de tir était de 15 flèches par minute. Les chevaliers français avancèrent à travers le champ détrempé. La boue ralentissait chaque pas. Les archers ouvrirent le feu. Les chevaux blessés écrasaient les leurs. Les chevaliers tombés dans la boue ne pouvaient se relever sous le poids de leurs armures. Plusieurs se noyèrent. Les Français perdirent de 7 à 10 000 hommes, dont le connétable Charles d'Albret et plusieurs ducs. Encore 1500 chevaliers furent faits prisonniers. Les pertes anglaises s'élevaient à environ 200 hommes. Cette victoire permit à Henri de s'emparer de la Normandie et de signer en 1420 le traité de Troyes, par lequel il était reconnu héritier de la couronne de France. Mais 15 ans plus tard, les Français adoptèrent des tactiques contre les archers et commencèrent à reprendre ce qu'ils avaient perdu. En 1453, l'Angleterre avait perdu tous ses territoires sur le continent, hormis Calais. L'arc long changea l'issue d'une seule journée et le destin d'un seul traité. Mais il détermina pendant 30 ans qui dictait les conditions de la guerre. Le fusil à aiguille Dreyse, la guerre austro-prussienne. Une aiguille. C'est ainsi que les soldats appelaient le percuteur en acier qui rendait le fusil prussien comme nul autre au monde. Le fusil Dreyse fut inventé en 1836 et adopté en 1841. Sa différence fondamentale, le chargement par la culasse. Les Autrichiens chargeaient par le canon, debout, environ 1 minute par tir. Les Prussiens chargeaient allongés, 5 à 6 coups par minute. Pendant 25 ans, l'arme demeura secret d'État. En 1866, 270 000 fantassins en étaient équipés. Le 27 juin, près de la ville de Nashod, un corps autrichien 3 fois supérieur en nombre aux Prussiens attaqua de front, comme on se battait depuis l'époque de Napoléon. Les Autrichiens perdirent 5 700 hommes, les Prussiens environ 1 000. Une semaine plus tard, le 3 juillet, à Königgrätz, les forces principales s'affrontèrent. 240 000 contre 285 000. À la fin de la journée, les Autrichiens avaient perdu 31 000 hommes tués, blessés ou prisonniers. Les Prussiens, environ 9 000. Le général Benedek télégraphia à l'empereur François-Joseph « Engagez immédiatement des négociations de paix, sinon l'armée court à la catastrophe ». La guerre prit fin en 7 semaines. L'Autriche quitta la Confédération germanique. La Prusse devint la puissance dominante en Europe. Une réserve s'impose. 4 ans plus tard, la Prusse affronta la France, équipée du chassepot, un fusil du même principe, mais avec une portée 2 fois supérieure. À Gravelotte, les Prussiens perdirent plus de 20 000 hommes contre 8 000 Français. Le Dreyse perdit ce duel. La guerre fut gagnée par l'artillerie. Mais c'est précisément le Dreyse qui montra au monde entier qu'une seule arme pouvait tout décider et qui poussa chaque armée à s'engager dans la course à la suivante. Le télégraphe. La guerre de sécession. 1861. Lincoln prit le commandement d'un pays qui se désintégrait et d'une armée en guerre sur un théâtre s'étendant sur des milliers de kilomètres. Aucun dirigeant dans l'histoire n'avait jamais pu conduire une guerre en temps réel depuis sa capitale. Lincoln fut le premier. Le télégraphe existait depuis 1844. Au début de la guerre, le Nord disposait de plus de 50 000 km de lignes, le Sud beaucoup moins. Le corps du télégraphe militaire installa encore 24 000 km directement à travers les zones de combat. Lincoln s'installa dans la salle des télégraphes du ministère de la Guerre et y passa plus de temps qu'en tout autre endroit. En 4 ans, il envoya près de 1000 télégrammes. Pour la première fois dans l'histoire, un commandant en chef pouvait savoir ce qui se passait à 1500 km de distance et réagir en quelques minutes. Au plus fort d'Antietam, en 1862, McClellan reçut des munitions supplémentaires en plein combat. En 1864, Meade déplaça des réserves vers un secteur menacé en quelques heures. Grant et Sherman, dont les armées se trouvaient à 1500 km l'une de l'autre, se coordonnaient quotidiennement. La Confédération ne disposait pas d'un tel système. Les historiens qualifient l'écart dans l'infrastructure télégraphique
d'avantages structurels du Nord qu'aucune victoire tactique ne pouvait compenser. Après la guerre, Sherman écrivit qu'il ne se passait guère de jours où Grant n'était pas parfaitement informé de sa situation, à plus de 1500 km de distance, selon le tracé des fils. La mitrailleuse Maxim. Omdurman. Omdurman. 2 septembre 1898, Soudan. L'armée du calife Abdallah, environ 52 000 hommes, attaqua les positions britannico-égyptiennes. 5 heures plus tard, 11 000 mahdistes gisaient sur le terrain. Les Britanniques avaient perdu 48 hommes. La mitrailleuse Maxim fut inventée en 1884. Son principe, utiliser l'énergie du recul pour la recharge automatique. 600 coups par minute. L'armée britannique la rejeta d'abord, la jugeant trop complexe. Maxim se tourna alors vers les marchés coloniaux. Lors de la guerre de Matabele en 1893, 50 soldats équipés de 4 mitrailleuses repoussèrent 5 attaques de 5000 guerriers. Belloc écrivit « Quoi qu'il arrive, nous avons la mitrailleuse Maxim, et eux non. » À Omdurman, Kitchener disposait de 20 Maxim à terre et de 24 sur des canonnières fluviales. L'attaque se déroula en terrain découvert. Les historiens britanniques qualifient cela de mise à mort plutôt que de bataille. En quelques heures fut anéantie l'armée qui avait battu les forces britanniques 12 ans auparavant et tué le général Gordon. Le Soudan passa sous contrôle britannique pour les 50 années suivantes. Parmi les officiers présents à Omdurman se trouvait un lieutenant de 23 ans nommé Winston Churchill. Dans son livre « La guerre du Nil », il qualifia la Maxime de facteur décisif de la victoire. Cela ne l'empêcha pas, plus tard, en tant que ministre de la guerre, de retarder la modernisation de l'armée britannique, si bien qu'au moment de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne disposait d'un nombre de mitrailleuses bien supérieur. La quinine. Le partage de l'Afrique de 1850 à 1914. En 1865, un comité parlementaire britannique examina une proposition visant à retirer totalement les troupes d'Afrique occidentale. La raison ? Les maladies. L'Afrique était surnommée le tombeau de l'homme blanc. En Sierra Leone, entre 1817 et 1838, la mortalité annuelle parmi les militaires européens atteignait près de 500 pour 1000. La moitié des missionnaires se rendant sur la Côte de l'Or avant 1850 mouraient dans les 3 ans. Lorsqu'en 1874, la Côte de l'Or fut proclamée colonie britannique, les 3 premiers candidats au poste de gouverneur refusèrent. Le 4e accepta sa nomination le 4 mars et mourut de la malaria le même mois. La quinine était connue comme remède contre la malaria depuis le XVIIe siècle. Mais une prophylaxie systématique ne commença qu'en 1848, lorsque le département militaire britannique l'intégra officiellement à la ration de l'armée. Dans les années 1880, la mortalité parmi les Européens sous les tropiques chuta brutalement. De 1881 à 1914, les puissances européennes s'emparèrent de près de 90% de l'Afrique. La conférence de Berlin de 1884 à 1885 officialisa juridiquement ce partage, sans la participation d'un seul représentant africain. Une nuance s'impose. L'armée française n'utilisait pas la quinine de manière systématique et elle conquérait néanmoins des territoires en s'appuyant sur des troupes locales. La quinine n'a pas ouvert l'Afrique à la colonisation. Elle l'a rendue permanente en permettant aux Européens d'y rester assez longtemps pour s'y ancrer durablement. La quinine ne remporta pas une seule bataille. Elle rendit possible toutes celles qui suivirent. Le radar et le système Dowding. La bataille d'Angleterre, 10 juillet 1940. La Luftwaffe lança sa campagne aérienne contre la Grande-Bretagne. L'objectif ? Détruire l'aviation britannique et préparer un débarquement. La supériorité numérique du côté allemand était d'environ 2 contre 1. La France était tombée 1 mois plus tôt. Le radar existait aussi du côté allemand. La différence résidait dans ce que les Britanniques en avaient fait avant la guerre. Depuis 1937, un réseau de stations appelé Chain Home était construit le long des côtes. 21 stations au début de la guerre, une portée de détection allant jusqu'à 150 km. Mais la grande invention n'était pas le réseau lui-même,
mais le système qu'il utilisait, mis au point par le maréchal Hugh Dowding. Les données de toutes les stations convergeaient vers un centre unique à Bentley Priory, étaient consolidées en une image d'ensemble, puis transmises par téléphone aux aérodromes. Les pilotes connaissaient le cap, l'altitude et le nombre des appareils ennemis avant même de décoller. Avant Dowding, lors des exercices d'entraînement, une cible était interceptée dans 30 à 50% des cas. Pendant la bataille d'Angleterre, ce chiffre était de 90%. Certains raids furent interceptés à 100%. Un corps britannique relativement modeste en nombre agissait avec l'efficacité d'une armada 3 fois plus grande. Le commandement allemand avait connaissance des stations radars. Le 15 août, la Luftwaffe en attaqua plusieurs. Aucune ne fut mise hors service durablement. Göring conclut que les attaques étaient inefficaces et y mit fin, sans comprendre qu'il ne visait pas des pylônes, mais un système de guidage. Le 31 octobre, la bataille d'Angleterre prit fin. L'Allemagne abandonna ses plans de débarquement. Churchill écrivit que toute la supériorité des chasseurs aurait été vaine sans ce système. Dowding fut relevé de son commandement en novembre de la même année. Le système lui survécut. La pénicilline. La Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, entre 12 et 15% des blessés admis dans les hôpitaux mouraient d'infection. Non pas de leurs blessures, mais de ce qui se déclarait ensuite. Gangrène gazeuse, pneumonie, septicémie. Les chirurgiens savaient opérer. Arrêter cela, ils ne savaient pas. Alexander Fleming servit dans le corps médical de l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Il observa ces morts de près et retourna au laboratoire avec une question sans réponse. En 1928, un champignon contamina accidentellement une boîte de pétri contenant des bactéries. Fleming remarqua que les bactéries mouraient autour de la tache de moisissure. Il appela la substance pénicilline, la publia, et pendant 10 ans, on n'en entendit presque plus parler. Les travaux furent repris par les chimistes oxfordiens Florey et Chain en 1939. En 1944, pour le débarquement en Normandie, la production aux États-Unis atteignait 2 millions de doses, suffisamment pour toutes les forces alliées. Le résultat se mesure. La mortalité par pneumonie bactérienne parmi les militaires chuta de 18% à moins d'1%. La mortalité par gangrène gazeuse passa de 12 à 15% à 3%. La pénicilline épargna à au moins 15% des grands blessés l'amputation ou la mort. Pour la première fois dans l'histoire des guerres, le nombre de morts par infection devint inférieur au nombre de tués au combat. Le chirurgien général des forces américaines en Europe, le général Hawley, rapporta que sur plus d'1 million de soldats passés par les hôpitaux européens, moins de 13 000 étaient morts, une létalité de 3,9%. Pendant la Première Guerre mondiale, elle était de 8%. Fleming reçut le titre de chevalier en 1944 et le prix Nobel en 1945, avec Florey et Chain. Le conteneur maritime, le Vietnam. 26 avril 1956. Un pétrolier nommé Ideal X quitta Newark avec 58 boîtes métalliques à son bord. Les boîtes étaient déchargées des camions, posées sur le pont et au port de destination rechargées directement sur d'autres camions sans jamais être ouvertes. Avant cela, manutentionner une tonne de fret coûtait 5,86 $. Avec le conteneur, 16 cents. Une différence de 36 fois. Malcolm McLean, routier de Caroline du Nord sans diplôme universitaire, avait observé en 1937 des dockers charger manuellement des marchandises dans un port et avait pensé « c'est trop lent ». 20 ans plus tard, il lança le premier service de transport par conteneur. Les syndicats l'appelaient leur ennemi. Les compagnies maritimes riaient de lui. En 1967, le gouvernement des États-Unis fit appel à McLean pour approvisionner les troupes au Vietnam, soit 1 demi-million de soldats. Les ravitailler par les méthodes traditionnelles via les ports du Vietnam du Sud était physiquement impossible. Le conteneur résolut le problème. À mi-guerre, l'armée utilisait plus de 200 000 conteneurs. Le contrat représentait 40% du chiffre d'affaires de la compagnie de McLean en 1968 et 1969. Le paradoxe est frappant. Le Vietnam du Nord approvisionnait ses troupes par la piste Ho Chi Minh, à bicyclette,
sur les épaules de porteurs, en petites quantités insaisissables. L'armée américaine livrait 2 millions de tonnes de munitions, 1 million de tonnes de matériel et 250 millions de dollars de nourriture par an. La guerre fut perdue quand même. Le conteneur n'aida pas à remporter la victoire au Vietnam. Mais à la fin du XXe siècle, 90% du fret mondial transitait en conteneur. La norme, née des besoins de la logistique militaire, devint le fondement de l'économie mondiale. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne ou écrivez dans les commentaires quelle invention, selon vous, aurait mérité de figurer dans cette liste.